Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous allons nous pencher un tout petit peu sur le sommet conjoint États de l'Afrique de l'Est, EAC, et les États de la Communauté économique de l'Afrique orientale et australe, sommet qui s'est tenu ce samedi 8 février 2025 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Plusieurs chefs d'État avaient fait le déplacement, mis à part l'absence remarquée du président angolais Joao Lourenço, qui est normalement le médiateur désigné dans le processus de Luanda, le président burundais Evariste Ndayishimiye qui s'est fait représenter, également le président congolais Félix Tshisekedi, qui a participé à distance par visioconférence, mais qui tout de même a dépêché sa première ministre, Judith Suminwa-Tuluwa. Le sommet a notamment décidé de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans conditions auxquelles les parties étatiques et non étatiques sont tenues, la réouverture de l'aéroport de Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre, permettant l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que le rapatriement des militaires décédés et de l'évacuation des blessés. D'autres décisions découlant de cette rencontre concernent l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes, la rencontre des chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC dans 5 jours à compter du 8 février 2025 pour vérifier l'application et la mise en œuvre des décisions prises, le renforcement de la coordination et la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda, ainsi que l'ajout des facilitateurs venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion des deux processus. Le sommet conjoint a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda et mouvements rebelles opposés au gouvernement rwandais, et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais, tel que prévu par le processus de Luanda. Il a par ailleurs demandé la tenue d'une réunion conjointe des ministres des deux blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur le territoire congolais. Voilà donc les décisions du sommet en question. Mais quand on essaie de voir de plus près ce qui est sorti de cette rencontre, dont la majeure partie de... Mais quand on essaie de voir de plus près ce qui est sorti de ce sommet, qui s'est tenu majoritairement à huis clos, en l'absence des journalistes, c'est que ce sommet, en fait, n'a pas donné grand-chose, pour des raisons diverses et variées. Premièrement, il faut noter que dans cette région, pour ce qui est de la crise congolaise, il existe deux blocs. Il y a la SADC, justement, la communauté des États de l'Afrique australe et orientale, et il y a l'EAC, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Le Congo fait partie de ces deux organisations. Et quand on voit le processus de paix et les processus de paix qui ont précédé le sommet en question, en réalité, on voit que la SADC soutient la République démocratique du Congo,
alors que l'EAC penchait plutôt vers le Rwanda. Et les initiateurs du sommet de Dar es Salaam, en fait, voulaient essayer d'harmoniser les vues en vue de pouvoir trouver une issue pacifique à la crise congolaise. Vous venez de suivre avec moi la déclaration, la publication, le communiqué qui a été publié à la fin du sommet. La République démocratique du Congo n'a pas réagi officiellement aux résolutions du sommet en question. Surtout que justement le président y assistait à distance, mais il était là, et puis la première ministre Judith Suminwa était présente. Il n'y a pas eu de déclaration officielle, mais on sait que dans ce genre de réunion, les mots mêmes sont choisis soigneusement, sont pesés. Les mots qui ont été utilisés dans nos communiqués, ce sont des mots qu'il faut mettre sur les interventions des uns et des autres, mais on sait que normalement, il y a une partie, je parle des parties congolaises et des parties rwandaises, il y a une partie qui doit normalement se satisfaire des résolutions prises au cours de ce sommet. Et c'est justement le Rwanda. Mais c'est le Rwanda qui s'est montré très satisfaite, puisque le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, s'est empressé d'aller à la télévision nationale et de livrer ses impressions, et il se montre très satisfait de ce qui s'est passé. Et pour cause, justement, puisque les résolutions qui ont été prises vont dans le sens du Rwanda, vont dans le sens de la rébellion du M23, de la rébellion du M23. Pensez par exemple que le sommet conjoint appelle à la cessation immédiate des hostilités, la mise en place des cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le M23 doit garder les positions actuelles. Ça veut dire garder les territoires déjà conquis de la République démocratique du Congo. Je dis que le Congo n'a pas réagi officiellement, mais est-ce que réellement les autorités de Kinshasa vont accepter de laisser une partie de leur territoire entre les mains du Rwanda? Parce que quand on parle du M23, évidemment, on parle du Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda va occuper des territoires actuellement conquis, justement, à Massissi, à Rutshuru, dans le territoire de Nyiragongo, et même vers le sud du Kivu, et surtout la ville de Goma. Je pense que c'est inacceptable aux yeux des autorités congolaises, même si jusqu'à présent, aucune déclaration n'a été faite. Mais selon Radio France Internationale, qui cite des sources proches de la présidence congolaise, le Congo se satisfait au moins de la question humanitaire, de cessez-le-feu qui doit permettre de s'occuper des questions humanitaires. Vous savez que la crise humanitaire est très grave, c'est beaucoup détérioré avec l'intensification des combats ces dernières semaines. Et donc, le Congo se satisferait au moins de cet aspect humanitaire. C'est du moins ce que déclare Radio France Internationale, qui cite des sources proches de la présidence congolaise. Mais jusqu'à présent, aucune communication n'est venue de la présidence qui a préféré garder le silence. Mais comme je le dis, il y a des aspects qui sortent, il y a des points de cette résolution qui, pour moi, sont inacceptables aux yeux du gouvernement congolais, aux yeux des Congolais en général. Moi qui ne suis pas congolais, je pense quand même qu'il y a un pas à ne pas franchir. Donc, on dirait que le cessez-le-feu doit être entré immédiatement. On dirait qu'il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat
empêcher le M23 d'avancer et de conquérir d'autres territoires, empêcher en même temps l'armée congolaise de repousser les assauts ou du moins de reprendre les territoires que la rébellion a conquis. Je pense qu'aucun Congolais ne peut l'accepter. Là, c'est le premier point. Deuxième point qu'il faut souligner, c'est les initiateurs eux-mêmes de ce sommet. Il y a William Ruto. On a suivi ses déclarations à l'ouverture du sommet. Such an approach must also bring together multiple stakeholders, regional states, international bodies, political organizations, civil society groups, and the Congolese government itself to dialogue and collaborate in order to explore, develop, and implement a lasting solution. Excellencies, I am confident that you agree with me that dialogue is not a sign of weakness. It is a testament to our collective wisdom and strength, both as leaders and as communities. It shows our capacity to articulate issues patiently and clearly, listen to each other, consult comprehensively with a common goal in mind, and negotiate patiently until we reach a better outcome than the bitter results of bloodshed. William Ruto, qui préside actuellement la communauté des États de l'Afrique de l'Est, justement l'EAC, est un allié connu du président rwandais Paul Kagame. C'est un allié également du président Yoweri Museveni. C'est un trio qui, dans cette région, normalement, ont des intérêts convergents. Et donc aussi, William Ruto a jugé utile de convoquer ce sommet-là, c'est que, d'après certaines informations, il voulait surtout voler au secours du président rwandais qui, ces derniers temps, est décrié par la communauté internationale pour sa responsabilité dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, le sommet était une façon de voler au secours de Paul Kagame. Et ce qui est étonnant, justement, c'est que les résolutions vont dans le sens de ce dernier. Donc, il y a cela. Et deuxième point, justement, en parlant du président kenyan William Ruto, du président ougandais Yoweri Museveni, c'est que le sommet appelle au dialogue direct entre le gouvernement de Kinshasa et le groupe rebelle du M23. Alors que les participants à ce sommet savaient pertinemment que le président congolais a déjà déclaré plusieurs fois que c'est une ligne rouge que lui ne discutera jamais avec la rébellion du M23 qu'il qualifie de terroriste. Et donc, si le sommet pousse le président congolais à discuter avec la rébellion du M23, c'est que cela arrange les affaires du président rwandais Paul Kagame, qui est en fait le créateur de cette rébellion factice du M23. Discuter avec le M23, en fait, c'est donner suite aux revendications de Kigali. Puisqu'ils savent bien, les autorités rwandaises savent que si le M23 discute avec le gouvernement de Congolais, c'est en fait le gouvernement du Rwanda qui va dicter ce qui va se dire au cours de ces discussions. C'est les exigences du Rwanda qui vont être mises sur la table des négociations, même s'il y aura des responsables congolais de la rébellion. Cela s'est vu dans le passé, on en a déjà parlé sur cette plateforme. Donc, ça veut dire justement qu'il y a le fait même que le sommet a été convoqué par un allié de Kigali, William Ruto. Le fait même
et que la résolution, les deux premières résolutions, ça veut dire cesser le feu immédiat et discussion entre la rébellion et le gouvernement de Kinshasa, ce sont des exigences de Kigali. Donc Kigali tire finalement le gros lot de cette grand-messe qui s'est tenue à Dar es Salaam. Et c'est pour cela justement que d'aucuns, dont je fais partie, se demandent si Kinshasa va accepter, va donner suite aux recommandations de ce sommet. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Et puis, il y a maintenant un autre point à soulever, c'est que le sommet a parlé de la fusion de deux processus, le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Le processus de Nairobi, c'est ce processus, normalement, qui était chapeauté par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, qui consiste en fait à mener des discussions entre le gouvernement congolais et différents groupes rebelles qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans le nord Kivu. Tous les groupes qui sont répertoriés et qui seraient au nombre de 150 à peu près. Tous ces groupes-là, dont M23, devraient normalement participer à ce processus de loi. Ce sont les discussions qui devaient se tenir entre le gouvernement de Kinshasa et différents groupes rebelles dont devrait faire partie le M23. Mais comme on le sait, le M23 s'est retiré du dit processus et exige de pourparlers directs avec le gouvernement de Kinshasa pour satisfaire aux desiderata de Paul Kagame. Le deuxième processus, justement, c'est le processus de Luanda, qui était piloté par le président Joao Lourenço, le président angolais, qui vise à normaliser les relations entre Kinshasa et Kigali qui se sont fortement détériorées avec cette aventure du M23. Et voilà maintenant que le sommet de Dar es Salaam demande que les deux processus soient fusionnés. Pour les intérêts de qui? Pour les intérêts évidemment de Kigali. Déjà, fusionner les deux processus est une façon de mettre en échec tout ce qui avait été décidé auparavant. Depuis le mois de juillet, il y a eu des réunions des experts des deux parties entre le Congo et la République, entre le Congo et le Rwanda. Il y a eu beaucoup de réunions au niveau ministériel et le 15 décembre 2024, il devait y avoir une rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame pour la signature d'un accord qui était convenu, mais le président rwandais n'y est pas allé parce qu'il y a une condition qui a été posée sur la table à la dernière minute, à savoir la condition de voir le Congo, la République démocratique du Congo, mener des discussions directes avec la rébellion du M23. Si je dis que le sommet va dans le sens de Kigali, justement, c'est que cette condition qui a été introduite à la dernière minute à Luanda, le 14 décembre 2024, et cette exigence quand même est apparue à Dar es Salaam et le sommet semble lui donner du crédit. J'attends jusqu'à présent la réaction des autorités congolaises encore une fois. Parce qu'ils ont préféré garder le silence. Les autorités congolaises ont décidé de garder le silence, mais je pense qu'ils ne vont pas accepter, bien sûr, de discuter avec la rébellion du M23, qualifiée de terroriste, puisque c'est une ligne rouge qui a été tracée par le président congolais lui-même. Et nous l'avons dit également ici, si cette ligne rouge a été tracée, c'est que dans le passé,
les rébellions fabriquées par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo, lorsqu'il s'agit de négocier, exigent des postes importants au sein de l'armée, le commandement militaire, au sein du commandement militaire, exige également des postes de responsabilité au sein de l'administration civile. Et au moment de nommer des gens à des postes obtenus au cours de ces négociations, plutôt que de nommer des ressortissants congolais rwandophones qui se battent justement pour apparemment leurs droits qui seraient bafoués par le pouvoir, au lieu de nommer ces gens-là qui sont congolais et qui se disent discriminés, c'est des agents rwandais qui sont nommés. C'est ce qui s'est passé avec la rébellion de RCD Goma, avec le CNDP, tout cela, c'est connu. Et donc, si le Congo accepte de discuter avec la rébellion du M23, la même chose va se reproduire et le Congo va se retrouver avec des agents de Kigali au sein de son administration et au sein de son administration civile. Et c'est justement pour cela que je disais dernièrement, cette ligne rouge tracée par Kinshasa doit rester rouge. Voilà, c'est important. Sinon, les autorités congolaises le regretteraient amèrement. Et donc, ce sommet conjoint de l'EAC et de la SADC a adopté des résolutions qui, pour la plupart, vont dans le sens des exigences de Kigali. Moi, je dis que le Congo sortirait perdant si il donnait suite aux résolutions du sommet de Dar es Salaam. Parce que, normalement, le Congo, je reviens sur la décision d'exiger un cessez-le-feu immédiat. Si le Congo accepte de mettre en place un cessez-le-feu immédiat, de laisser les territoires conquis par la rébellion entre les mains de Kigali, fortement, qui va continuer à piller les ressources au cours de cette période de cessez-le-feu. Mais comme on le sait également, ça va donner une raison à la rébellion et à ses soutiens de Kigali de continuer de se réorganiser afin de pouvoir lancer d'autres assauts un peu plus tard. Et c'est pour cela que j'ai vu, justement, maintenant on arrive sur le plan militaire, parce que il y a des choses qui ne vont pas de pair. J'ai suivi dernièrement les déclarations du commandement militaire dans la province du Sud et du Nord Kivu, qui disent qu'ils se préparent à continuer de reprendre les territoires conquis par la rébellion. Aucun centimètre carré ne va être laissé aux mains des rebelles. C'est ce que disaient les militaires. De notre côté, le Burundi a envoyé des renforts importants dans la province du Sud Kivu pour contrer les offensives de la rébellion du M23. Est-ce que le Burundi va rapatrier ses troupes déjà déployées sur le terrain pour la simple raison que le sommet de Dar es Salaam a exigé un cessez-le-feu immédiat? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas et cela ne doit pas se faire justement. Il faut que le Congo et le Burundi qui prennent part à ces combats continuent de se réorganiser et de repousser la rébellion du M23 et de reconquérir les territoires déjà au nom de la rébellion. Conquérir les territoires, reprendre les territoires déjà conquis jusqu'à Goma, jusqu'à Rutshuru et à Masisi dans les territoires de Nyiragongo. Il y a la paix, oui, j'ai écouté William Ruto qui disait que négocier n'est pas une faiblesse. Ah oui, bon, je pense que c'est
C'est vrai, négocier n'est jamais une faiblesse, mais il faut qu'on discute avec quelqu'un de bonne foi, ce qui n'est pas le cas pour la rébellion du M23 et pour le Rwanda. Il y a des velléités expansionnistes, et tout le monde le sait. Il y a justement le fait de piller des ressources, et je crois que Kigali ne va pas renoncer à cela. On verra comment les résolutions de ce sommet vont se mettre en place en application. Mais je pense que c'est un jeu de dupes. Déjà, quand on parle de fusionner le processus de Luanda et le processus de Nairobi, alors que les responsables des 10 processus n'étaient pas présents au sommet, ça veut dire grand chose. Joao Lourenço a dépêché son ministre des Affaires étrangères, c'était déjà bien, mais il n'était pas présent. Et puis, les deux principaux acteurs des pays qui participent au combat, c'est le Rwanda, bien sûr. Paul Kagame était présent. Il était content d'être là, puisqu'il se trouvait parmi ses principaux alliés de la région. Mais le Burundais Evariste Ndayishimiye n'était pas présent. C'est lui qui a envoyé son armée combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Et le président congolais lui-même, Félix Tshisekedi, n'a pas fait le déplacement à Dar es Salaam, mais même si par courtoisie, il n'a pas saboté le sommet. Il a envoyé sa première ministre, et lui-même a suivi à distance. C'est déjà bien. Mais de là à mettre en application les résolutions du sommet, je pense qu'il y a un grand pas. On va voir ce qui va se passer. Mais sur le plan militaire, on voit que les choses sont en train de bouger, que les uns et les autres se réorganisent. On dit que dans 5 jours, il y aura une réunion des chefs d'état-major de la SADC et de l'EAC qui vont décider comment retirer les forces non invitées. Ça veut dire en fait les troupes rwandaises. Mais est-ce que d'ici vendredi prochain ou jeudi, je ne sais pas quand la réunion va avoir lieu, est-ce que les combats se seront réellement arrêtés ou le M23 va continuer sa progression vers le sud du Kivu? On verra. On verra. Et si les combats continuent, est-ce que la réunion des chefs d'état-major va avoir lieu? Peut-être parce que normalement, c'est Kigali qui pousse. Peut-être pour montrer sa bonne foi, puisque les résolutions vont dans ce sens. Paul Kagame va ordonner à ses troupes d'arrêter l'avancée. On verra de toutes les façons, on verra comment ça va se dérouler, mais ce que je voulais dire ici, c'est que le sommet de Dar es Salaam a adopté des résolutions qui sont inacceptables aux yeux des Congolais, aux yeux de tout homme de bon sens. Il ne faut pas donner raison aux rebelles. C'est ce qui se profile avec les résolutions. Est-ce que Kinshasa va accepter que la rébellion garde les positions actuelles, même si la rébellion stoppe son avancée, mais est-ce que quelqu'un trouverait normal que Kinshasa ne continue pas les efforts de récupérer ces territoires? C'est pour cela que je pense que l'armée congolaise est en train de se réorganiser et ça se comprend. Dans tous les cas, on parlait déjà ces derniers temps, il y a des gens qui doivent normalement être mis devant leurs responsabilités, à savoir le président ougandais Yoweri Museveni, qui est le principal parent de différentes déstabilisations dans cette région, mais surtout maintenant Paul Kagame, qui envoie régulièrement son armée à l'est du Congo pour semer la terreur. Ces gens-là doivent être mis
devant leurs responsabilités. Et je vais en terminer par là, justement. Nous avons suivi dernièrement à Genève le Conseil des droits de l'homme demande qu'il y ait des enquêtes des graves violations des droits de l'homme qui sont commises par différents protagonistes, les Rwandais et les Congolais. Et je pense que puisque la résolution a été adoptée, il faudrait effectivement que ces enquêtes soient menées et que les uns et les autres soient traduits devant la justice. Sinon, le sommet de Luanda, le sommet de Dar es Salaam, s'il peut servir à mettre en place un cessez-le-feu immédiat, ce serait très bien, mais il ne faut pas exiger que le Congo renonce à récupérer ses territoires. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention. À très bientôt et excellent dimanche à tous et à toutes.